Lopez, merci d'être avec nous. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes écrivain, vous avez été diplomate, ambassadeur de France et Premier ministre de la République du Congo. Votre nouveau roman a pour titre « Il est déjà demain ». C'est aux éditions Jean-Claude Lattès, un récit autobiographique. Alors vous nous plongez d'entrée, Henri Lopez, dans ce livre, dans une période particulière de votre pays, le Congo-Brazzaville. On est en 1968. Quelle est alors la situation dans ce pays? C'est un pays qui est plein d'espoir, plein d'enthousiasme. Il y a eu l'indépendance en 1960 et en 1963, le président Yolo a été renversé, ce qui a emmené une atmosphère révolutionnaire. On croyait tout possible que nous allions vivre une ère de justice, de bonheur. Et c'est dans cette atmosphère que certaines idées malsaines aussi apparaissent. Quelqu'un, je ne sais pas qui, a dû souffler aux autorités qu'il fallait vérifier les origines des hauts fonctionnaires. J'en étais un, avec mon nom qui sonne lusitanien, avec ma couleur de peau qui est équivoque. Eh bien, on m'a demandé de prouver que j'étais congolais. Un métis, donc, avec un nom Lopes, portugais, lusitanien, comme vous dites. Le gouvernement demande à ces cadres, vous l'avez dit, de justifier leur filiation. Vous avez 30 ans hein, à ce moment-là, vous êtes Oui. un jeune homme. En quoi était-ce pour vous une sorte de déflagration? Eh bien, parce que j'avais fait toutes mes études secondaires et supérieures en France. Je rentrais tous les 3 ans dans mon pays. Et mes parents étaient venus en France. Et moi, j'avais pris la décision ferme de rentrer dans mon pays pour me mettre à son service pour l'édification nationale. Et lorsqu'on met en doute votre nationalité, c'est un coup. Je dois dire quand même que j'avais parmi mes camarades beaucoup d'entre eux qui me soutenaient. Mais comme on est bouillant à cet âge-là, je fais cette réponse que je demande à mon ministre de lire en Conseil des ministres, où je paraphrase la réponse de Einstein aux nazis, mon origine, la même que la vôtre, les singes. Mon origine la même que la vôtre, les singes. Ça a été une blessure pour vous, on le sent. Vous avez ressenti même de l'indignation. Comment est-ce que vous avez surmonté cet épisode douloureux? Comment est-ce que vous avez rebondi? On rappelle que quelques années plus tard, vous allez devenir Premier ministre de la République du Congo. Non, ça n'a pas été une blessure. Ça a été... j'ai été un peu irrité. Et parce que j'étais pas assez naïf pour ne pas voir qu'il s'agissait de manipulation politique. Dès que vous vous trouvez engagé dans la politique, vous avez des adhérents qui sont prêts à mourir pour vous, et puis vous avez des ennemis. Et les ennemis utilisent tous les coups. Ce n'est pas une partie sportive. Il est question d'identité dans ce récit autobiographique. Tout à l'heure, Jean-Marie Leclésio, écrivain tout comme vous, disait l'identité est en soi, je n'aime pas ce mot, il disait c'est en soi un repli. Quelle est pour vous la signification de ce mot, identité? Écoutez, moi je suis pas... Ce mot ne me gêne pas tellement. Mais j'ai l'habitude de dire que j'ai plusieurs identités. J'ai une identité originelle que je n'ai pas choisie. Et si je reste enfermé dans mon identité ou replié dans mon identité originelle, cela peut m'emmener, dans le cas de l'Afrique par exemple, au tribalisme. Et c'est ce qu'on a connu par exemple au Rwanda. Et je dis, il faut donc dépasser cette identité originelle qui nous a été léguée, mais qui était importante au mouvement des luttes de libération pour affirmer comment dirais-je, son aspiration à disposer de soi-même. Voilà, de notre pays. Alors je dis, il faut passer à une seconde identité que j'appelle l'identité internationale.
et qui fait que, comme je le dis plusieurs fois dans le livre, j'ai plusieurs patries. J'ai plusieurs secondes patries. Peut-être j'ai une seule patrie, mais plusieurs secondes patries. Et puis, j'ajoute une troisième identité, qui est l'identité personnelle, qui pour un écrivain est important. C'est ma signature. C'est ce que le peintre met au bas de son tableau. Parce que nul n'est semblable à un autre, même pas son frère jumeau. Alors Henri Lopez, à travers votre histoire personnelle, vous racontez aussi la grande histoire avec un grand H, celle du Congo, de l'Afrique, du monde. En quoi votre récit autobiographique est-il, selon vous, et au fond universel? Il est universel parce que au fond, il y a plusieurs strates, plusieurs couches dans le livre. Il y a une histoire individuelle, il y a une histoire nationale, il y a une histoire mondiale, une histoire africaine, etc. Mais tout cela, à certains moments, s'entremêle et j'ai voulu qu'il en soit ainsi pour montrer qu'au fond, nous sommes le produit de notre monde. En arabe, je crois qu'il y a un proverbe qui dit « Les hommes ressemblent plus à leurs frères qu'à leur père ». Et la famille, il en est question. Vous écrivez notamment « Je suis né le 12 septembre 1937, un dimanche », précisait ma mère, un habituel sujet de plaisanterie de la part de mon père nourricier qui y voyait l'explication de ma paresse. Voilà, c'est tout. Donc c'est mon anniversaire aujourd'hui, mais ce n'est pas un dimanche. Bon anniversaire à vous en tout cas, Henri Lopez. Vous êtes parti d'un constat pour écrire aussi ce récit autobiographique, c'est que peu de gens connaissent l'histoire récente du Congo-Brazzaville. Ce roman s'adresse précisément aux jeunes Congolais notamment? Il s'adresse aux jeunes Congolais, il s'adresse aux jeunes Français, il s'adresse aux jeunes Africains. Mais effectivement, mon premier objectif, c'était les Congolais. Je dirais même il y avait deux objectifs, parce que dans ma propre famille, mon fils, mes enfants m'ont souvent demandé d'où nous venions. Et il fallait leur expliquer. Et le livre m'a donné l'occasion de le faire. Mais aussi pour les Congolais, parce que lorsque j'étais aux affaires moi-même, très jeune, et je ne savais rien, je me suis trouvé emporté dans la politique. Ouais. Et j'avais un oncle par alliance qui avait été vice-président du Congo, Jacques Opango. Et je lui disais, mais tonton, tu me parles toujours de tes expériences, etc. Mais j'aurais voulu que cela soit couché sur le papier pour que j'ai le temps de le lire, de le méditer. Ça m'aurait été un outil important. Et il m'a dit, tu sais, moi je suis quelqu'un de l'oralité, je n'ai pas le temps d'écrire. Alors je lui ai offert un magnétophone. Mais il m'a dit, ça c'est trop moderne, je sais pas. Et le malheureux est mort peu après. Mais je raconte cette anecdote qui est un peu qui n'a pas beaucoup de sens, sinon que on a besoin, dans des pays comme le nôtre, on a besoin de savoir ce qui a été fait avant, avant-hier, hier et aujourd'hui. Justement, Henri Lopez, vous parliez des enchantements. Il y a beaucoup de jeunes qu'on a vu manifester ces dernières années au Congo-Brazzaville, notamment ce mouvement qui s'appelait Ça suffit, allusion au président Sassou Nguesso. Que dites-vous aujourd'hui à ces jeunes pour qu'ils gardent espoir et que pensez-vous de leur... Est-ce que vous leur dites qu'il faut aussi savoir parfois se soulever et revendiquer? Je ne sais pas ce qu'il faut leur dire, mais je pense qu'il faut dialoguer. Il faut que, de part et d'autre, il y ait un désir de dialogue constant et avec porter beaucoup d'attention à cette jeunesse. Nous avons été des jeunes nous-mêmes et nous étions intenables. Et ces jeunes ont aujourd'hui 70, 80 ans. Mais comment expliquez-vous, Henri Lopez, pardon de vous couper, que 60 ans, quasiment après les indépendances, on en soit encore là, en République démocratique du Congo? Vous avez parlé tout à l'heure du Rwanda, il y a aussi le Burundi aujourd'hui. Quels sont les mots MAUX de cette région d'Afrique centrale et des Grands Lacs? Évidemment, je ne pourrais pas répondre en quelques secondes à cela, mais je pense que l'histoire est plus longue, moins rapide qu'on l'avait pensé. Songez, par exemple, je prends toujours l'exemple
de la France au XIXe siècle. Ouais. Vous avez une révolution en 1815, une autre en 1830, vous en avez une en 1848 et vous en avez en 1970. Et à chaque fois des bains de sang. Et à chaque fois, on a l'impression de repartir. On balbutie au début pour la République. Et puis parce que le politique est culturel. Et cette culture, je crois qu'il faut cultiver le politique et politiser le culturel, de façon à ce qui se rencontrent. Et lorsque nos politiques, à commencer par nous-mêmes, ceux qui en avons fait, seront plus cultivés, par culture j'entends connaître l'histoire, la nôtre, celle des autres pays du monde, et on sera en mesure de mieux gérer les choses. Henri, mais je suis responsable moi-même de ces maux qui existent en Afrique. Oui. Est-ce que vous êtes candidat pour devenir secrétaire général de la francophonie? Vous l'avez déjà été dans le passé. On connaîtra le nom du nouveau ou de la nouvelle, soit Michaël Jean, qui est l'actuel, soit on parle aussi de Louise Mushikiwabo, la chef de la diplomatie rwandaise. Vous allez être candidat? Je ne serai pas candidat. Vu mon âge, je crois que c'est passé. Et vous soutenez laquelle des deux femmes que l'on voit à l'image? Oui, je connais la ministre des Affaires étrangères du Rwanda et je connais Madame Michaël Jean aussi, qui se trouve être la nièce d'un de mes grands amis et confrère en écriture, René Depestre. Donc votre cœur balance? Une africaine, ce serait bien, non? Pour moi, l'important n'est pas qui dirigera la francophonie, c'est l'orientation de la francophonie qui a changé complètement. Je n'ai pas eu le temps de le dire dans ce livre, parce qu'il a déjà 500 pages. Mais vous l'avez dit sur ce plateau. Merci beaucoup Henri Lopez, il est déjà demain, édition Jean-Claude Lattès. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie. L'actualité culturelle.